Madame, Monsieur, bonsoir. Avant toute chose, ce drame dans la région de Saint-Sauveur-du-Thierret, dans les Alpes-Maritimes, une petite rivière, la Cluse du Raton, près de Beuil, est en crue, emportant tout sur son passage. 3 personnes sont mortes, 7 seraient portées disparues. Je crois que nous avons le sous-préfet au téléphone. Monsieur le sous-préfet, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends très bien, oui. Est-ce que ces informations sont exactes? Est-ce qu'il y a 3 morts et 7 disparus à Beuil en ce moment? Écoutez, pour l'instant, oui, je peux vous confirmer que nous avons 3 morts et que nous avons un certain nombre de disparus, 5 ou 6 ou 7, oui, c'est ça. On ne connaît pas les chiffres exacts pour l'instant. Il y a des personnes qui ont été sauvées, ils ont été pris par un orage et tous les moyens de secours sont arrivés assez vite. Mais pour l'instant, nous n'avons pas le point exact, sinon que nous déplorons malheureusement 3 morts pour l'instant et 5 ou 6 disparus. C'est un orage qui a fait déborder la rivière, c'est cela? Tout à fait, oui, oui. Et la situation maintenant est redevenue à peu près calme, ou la rivière est encore en crue? Les secours sont sur place et la situation est normale. C'est malheureusement ce qui arrive souvent dans ces régions, un orage assez violent et qui provoque des crues instantanées. Merci beaucoup de votre témoignage, monsieur le sous-préfet. Et puis bien sûr, si nous avons des nouvelles supplémentaires, nous y reviendrons dans le cours de ce journal. Merci. C'est une histoire de résurrection comme en produit quelquefois l'athlétisme, l'histoire d'un grand retour, celui d'Anna Fidelia Quiro, la cubaine, sur 800 mètres. Il y a 3 ans, elle était brûlée au 3e degré par l'explosion de sa gazinière, elle perdait son enfant. Aujourd'hui, elle est revenue au premier plan de l'athlétisme mondial en remportant le 800 mètres. La toute jeune Française, Patricia Djaté, a fait mieux que se défendre, mais elle ne finit que 4e. Christophe Duchirat. Tirer la langue en public, ça n'est pas très poli. Mais pour Anna Fidelia Quiro, tirer la langue au destin, c'est tellement bon. On la comprend, la cubaine. Grièvement brûlée il y a 2 ans, cette athlète, qu'on disait perdue pour l'athlétisme, s'est fait la fête sur la piste de Göteborg. 800 mètres où chaque mètre parcouru est une résurrection, où chaque foulée la rapproche d'un bonheur qu'on croyait impossible. Elle voulait toutes gagner. Holmes, l'anglaise, Djaté, la française, ou Vries II du Suriname. Elles avaient toute la volonté, mais Quiro avait sans doute quelque chose en plus, le souffle de la renaissance. Alors elle a gagné, alors elle est devenue championne du monde. Un succès qu'elle a concrétisé dans les 200 derniers mètres. Vries II du Suriname termine à la 2e place et Kelly Holmes à la 3e, mais d'un rien. Dommage pour Patricia Djaté, la française. Elle est jeune, elle a battu son record de France, mais elle loupe le podium pour 900e. La gloire, les honneurs et l'émotion, tout ça, c'est pour Quiro. Un jour, la vie lui infligeait bien des malheurs. Et voilà qu'elle lui accorde une médaille d'or. Un sourire de vainqueur, ça n'efface rien. Ça rend juste la vie un peu plus belle. Il n'y a donc pas eu de médaille française aujourd'hui à Göteborg, mais ces 10 jours en Suède auront été riches en records et en émotions, que ce soit les larmes de Noureddine Morselli, l'Algérien, à l'arrivée du 1500 mètres aujourd'hui, le cri d'Assiba Boulmerka, sa compatriote, la chute hier de Jean-Charles Trouabal, la course sans partage de Marie-Josée Pérec ou encore l'envol du goéland Jonathan Edwards au triple saut. Laurent-Frédéric Bollet et Bruno Giraudot. Un record du monde, c'est toujours le grand frisson de l'athlétisme. À Göteborg, il y en a eu 3, c'est dans la moyenne. Jonathan Edwards, le religieux, a effectué le vrai saut de l'ange, 18,29 m au triple saut. D'un coup, c'est toute une discipline qui fait un bond en avant. D'ailleurs, cela a donné des ailes aux dames. Inessa Kravets pulvérise le record du monde, 15,50 m. Il y a des championnats comme ça où un sautoir est vraiment magique. 3e record du monde aux 400 mètres et dames. Kim Batten et Tonya Buford l'ont toutes les deux battues, mais seule Batten restera dans l'histoire de Göteborg, car c'est elle qui a gagné. 52,61 dans une course où l'on attendait Marie-Josée Pérec. John Smith fait tout ce qu'il peut pour détendre sa protégée. À cause d'une petite blessure, Marie-Jo ne s'inscrit que sur le 400 plat. Mais ça marche, car elle court bien, elle court vite, elle court devant toutes les autres. Marie-Jo, championne du monde, pour la 2e fois, la seule médaille d'or française. À Göteborg, grâce à Stéphane Diagana et Jean Galfione, la France empoche 3 médailles pour 10 places de finalistes. C'est mieux qu'à Stuttgart où il y avait 0 médaille mais 13 finalistes. Un bilan mitigé avec pas mal de regrets. Et puis cela ne fait que 8 médailles seulement en 5 championnats du monde, loin derrière d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Angleterre. Ça doit être un objectif pour nous que d'être au premier plan en Europe, ce qui nous assurerait dans le monde tout de même un rang convenable. Quand il n'y a pas de record du monde, il y a de grandes performances. Honneur à Sergei Bubka, 5e championnat, 5e titre, Helsinki, Rome, Tokyo, Stuttgart, Göteborg, aucune place ne lui a résisté, il est le seul dans ce cas. Honneur à Michael Johnson, l'Américain repart de Suède avec 3 médailles d'or, 200, 400, 4x400, pour une foulée qui ne ressemble à aucune autre, sauf à celle de Jesse Owens, c'est tout dire. Les États-Unis, une fois de plus la nation la plus titrée.
Et puis, dans un championnat du monde, il y a les images, il y a les drames, il y a les déceptions. Gwen Torrens disqualifié aux 200 mètres, Linford Christie à terre, Jean-Charles Trouabal foudroyé à pleine vitesse. Les sprinteurs ont eu la vie dure, beaucoup se seront blessés cette semaine, preuve que les organismes sont de plus en plus sollicités. Göteborg, c'est aussi la première victoire syrienne, celle de Ghada Choua à l'heptathlon. Il y a des titres qui sont plus symboliques que d'autres. Assiba Boulmerka triomphe et entame la ronde du bonheur. Son compatriote Morcelli, lui, a gagné la même épreuve chez les hommes et adresse un baiser à la piste de Göteborg. Une chose au moins les réunit, l'amour du sport, l'amour de l'athlétisme. Alors avec nous Jean Galfione. Jean Galfione, bonsoir. Encore bravo pour votre médaille de bronze à la perche. Votre souvenir le plus fort de ces championnats du monde, c'est quoi, par votre médaille? À part ma médaille, c'est un peu malheureusement la blessure de Jean-Charles Trouabal. Mais bon, il n'y a pas eu que des mauvais souvenirs. Il y a également la super 5e place de Dan Philibert ou également la 4e place de Patricia Djaté. Donc c'est des jeunes qui montent et encore, c'est bien pour l'avenir quand même. Il y a une ambiance particulière dans des championnats du monde comme ça? Il y a une très bonne ambiance, malgré ce qu'on peut dire. Moi, je me trouve bien avec d'autres athlètes. Ça se passe très bien. Nous, on a passé 10 jours extraordinaires. Alors s'il faut faire un bilan ce soir des médailles françaises, la moisson n'a pas été très importante, c'était un peu prévu. C'est votre analyse aussi à vous? Elles n'ont pas été importantes, on a eu 3, le DTN en espérait 3 au mieux, donc c'est déjà pas mal. Il y a eu 10 finalistes il me semble, mais l'année dernière, il y a 2 ans à Stuttgart, il n'y avait rien eu, donc aucune médaille. Donc c'est positif, c'est bien pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Vous avez l'impression qu'on est aussi à une charnière entre une ancienne génération de sportifs et puis une nouvelle que vous représenteriez aussi? Oui, probablement, c'est en train d'évoluer. Il y a des jeunes qui arrivent et puis d'autres, les anciens se font de plus en plus rares, mais ça évolue bien sûr. Et quand vous êtes comme ça au milieu des autres sportifs de toute nation, de tout niveau, etc., vous vous sentez, vous, à l'aise? Ah oui, je me sens à l'aise, mais ça fait quelques années que je tourne sur le circuit international au haut niveau, donc j'ai le métier qui commence à rentrer et puis l'expérience aide. Bon, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés dans ce journal. Et bravo pour votre médaille encore. La Formule 1 maintenant, le Britannique Damon Hill remporte le Grand Prix de Budapest et relance le championnat du monde. Il revient à 11 points de l'Allemand Schumacher qui a terminé dans la pelouse, le moteur en flammes. Alexandre Boyon et Frédéric Pasquette. Le suspense, ça tient à peu de choses. En Hongrie, il a suffi que cette Benetton Renault se gare paisiblement à 3 tours de l'arrivée pour relancer le championnat du monde. Avant, Schumacher était tout seul, maintenant autour de lui, ça se bouscule. C'est vraiment décevant de casser aussi près de l'arrivée, d'autant que Damon a gagné. En définitive, le championnat est loin d'être joué. Au départ, il y a le départ. Ça part vite, ça démarre fort, surtout pour les Williams Renault qui ont réussi les 2 meilleurs temps lors des essais. Schumacher, lui, est 3e lors du premier virage. Devant, il y a Damon Hill, 2e du championnat du monde, à 21 points de l'Allemand. On pense alors que tout va se jouer dans les stands lors des ravitaillements. Hill repart juste à temps pour laisser la place à Schumacher, mais au stand, il ne se passe rien de spécial pour les Williams. Pas de temps de perdu, pas de temps de gagné, pas d'incident. Sur la piste, en revanche, ça se passe moins bien, surtout pour ce pompier venu secourir Taquino et l'ambulance stoppe trop tard à l'arrivée, jambes cassées. Dans ce Grand Prix, il y a eu beaucoup d'abandons. Mika Häkkinen, c'est fini pour McLaren. Pour la Ferrari d'Alési aussi, on rentre au paddock, on remballe la voiture, à oublier. À cauchemarder, la non-arrivée de Barrichello, 3e à 100 mètres de l'arrivée, son moteur lâche, il ne finit que 7e. En fait, le seul grand vainqueur de ce Grand Prix, c'est Damon Hill, 3e victoire de la saison. Il revient à 11 points de Schumacher, la première place n'est plus si loin. C'est vraiment la course que je devais gagner. Et dans l'absolu, c'est ma plus belle victoire. D'autant que Michael abandonne. Doublé des Williams Renault, Coulthard se classe 2e, Berger 3e. En Hongrie, c'était la fête. On se remet à l'eau. Rendez-vous dans 2 semaines à Spa, en Belgique. Mais ça, c'est une autre histoire. Une rame de TGV vide qui était stationnée près de la gare de Berne en Suisse a été la cible d'un attentat. La motrice et plusieurs wagons ont été brûlés. Ce n'est pas la première fois qu'un attentat de ce type est perpétré en Suisse. Et cette fois-ci encore, il est revendiqué par un groupe d'opposants à la reprise des essais nucléaires français. Thierry Curtet. La rame TGV était déserte sur une voie de garage. Il était 3 h du matin et les pompiers rapidement prévenus ont limité les dégâts. Mais le geste est spectaculaire. La motrice et l'intérieur d'un wagon ont été partiellement détruits. Plus de 4 millions de francs de dégâts. L'incendie criminel a été allumé grâce à un mélange d'essence, de sucre et de savon. Une sorte de gros cocktail Molotov. Plusieurs de ces engins incendiaires étaient disposés dans la rame. Ils ne se sont pas tous enflammés. Dans la journée, un groupe de 8 personnes parlant allemand ont revendiqué l'attentat pour protester contre, je cite,
le comportement arrogant de la puissance coloniale française, une protestation contre la reprise des essais nucléaires. Il y a un mois déjà, ce même groupe avait revendiqué un premier attentat contre un TGV dans cette région à la sortie de ce tunnel. Le TGV avait alors dû traverser un rideau de flammes provoqué par un engin incendiaire de même type. Le geste avait été revendiqué de la même façon, une lettre en allemand, dite à Chirac qu'il arrête, signée de 4 prénoms, Elisabeth, Lisa, Stephen et Kurt. À Papeete en Polynésie, 100 à 200 personnes ont manifesté leur opposition aux essais à l'occasion de l'ouverture des 10e Jeux du Pacifique. Les 3 policiers qui avaient passé à tabac un jeune Français d'origine marocaine ont été mis en examen et écroués à Marseille. Les 3 hommes avaient déjà été suspendus de leurs fonctions samedi par le ministre de l'Intérieur. Ils ont été incarcérés dans 3 maisons d'arrêt différentes. L'un des 5 touristes occidentaux enlevés le mois dernier au Cachemire, un Norvégien, a été exécuté. Les activistes du mouvement Al-Faran réclament la libération de leurs militants emprisonnés en Inde et ils menacent d'exécuter les autres otages s'ils n'obtiennent pas gain de cause dans les 2 jours. David Calvé. Hans Christian Austro avait 27 ans. Son corps, décapité, a été retrouvé dans la région du Cachemire plus d'1 mois après son enlèvement. Depuis le début juillet, ce jeune Norvégien ainsi que 4 autres touristes occidentaux étaient retenus en otage par un groupe séparatiste musulman du Cachemire. Aujourd'hui, son exécution est un avertissement. Dans une lettre retrouvée dans la poche du jeune homme, le groupe séparatiste Al-Faran, qui a revendiqué l'enlèvement, menace de tuer les 4 otages restants, 2 Britanniques, un Allemand et un Américain. Les ravisseurs réclament la libération d'ici 2 jours de 15 rebelles musulmans. Jusqu'à présent, les responsables indiens ont toujours refusé de céder aux exigences des séparatistes. Ils demandent, pour le moment en vain, la libération des otages sans condition. Vint également l'appel des épouses des touristes, kidnappées elles aussi par les séparatistes, mais relâchées presque aussitôt. Aujourd'hui, la mort d'Hans Christian Austro aggrave la situation. Depuis le début de la révolte des séparatistes du Cachemire en 1989, c'est la première fois qu'un otage occidental est exécuté. Et en Algérie, une chanteuse et son mari ont été assassinés et 5 membres d'une même famille qui refusaient de collaborer avec les groupes islamistes ont également été tués. Seul un bébé de 7 mois a échappé au massacre. Londres est depuis longtemps déjà un lieu de rassemblement privilégié des islamistes intégristes en Europe. Cet après-midi, comme a pu le constater Véronique Tavo, ils se sont à nouveau rassemblés par milliers à Trafalgar Square sous l'œil bienveillant des autorités. 3, 2, 1, 0. Un lâcher de ballon de protestation, un slogan, la honte. Une centaine de militants homosexuels est venu exprimer sa colère. À quelques mètres de là, à Trafalgar Square, le cœur de Londres bat au rythme de l'islam. Comme chaque année, le Hizb ut-Tahrir, le Parti de la Libération, tient son meeting annuel et ils sont cette année très nombreux à avoir répondu à son appel. L'islam pour étendard, un seul mot d'ordre est repris ici à l'unisson, vaincre l'Occident à l'origine de tous les maux. Leur constat est simple, la démocratie a engendré la corruption, la débauche, l'alcool, l'homosexualité et le sida en sont les produits. Seule réponse à cette décadence occidentale, l'islam qui doit s'imposer partout. Pas étonnant dans ces conditions de voir le Hizb ut-Tahrir apporter ouvertement son soutien aux groupes islamistes les plus radicaux, comme le GIA en Algérie par exemple. Il faut faire très attention aux assassinats qui ont été soi-disant attribués au GIA ou au FIS en Algérie. Il est assez fréquent que les autorités fabriquent des meurtres ou attentats à la bombe et qu'elles les attribuent à des mouvements islamistes pour détourner le peuple de la voie de l'islam. Londres, plaque tournante ou base arrière de groupes intégristes, peut-être. La capitale britannique est aujourd'hui, selon certains spécialistes, un lieu de repli où se regroupent des organisations plus ou moins violentes, plus ou moins actives. Des groupes souvent financés par les monarchies du Golfe, au premier rang desquels l'Arabie Saoudite. Ainsi, certains journaux arabophones imprimés ici à Londres n'hésitent-ils pas à se faire l'écho d'une propagande islamiste comme celle du GIA par exemple, diffusant dans leurs colonnes appels, communiqués ou même revendications d'actes terroristes. Face à cette situation, le gouvernement britannique semble faire preuve d'une relative tolérance. Pour le gouvernement britannique, il y a un point central. C'est si ces groupes franchissent la frontière de la violence, ou dans les faits, ou par leur propagande qu'ils le présentent comme des advocats, des propagandistes de la violence. Si ce groupe font ça, ils vont être supprimés et les gens qui proposent sa politique vont être expulsés du pays. Pas d'action violente ici à Londres, cela les représentants des groupes islamistes présents dans ce pays l'ont bien compris. Tolérés par les autorités britanniques, ils bénéficient aujourd'hui d'une certaine liberté d'action et de mouvement, une liberté dont ils ne veulent en aucun cas être privés.
Le gendre de Saddam Hussein qui a fui en Jordanie est renié par les siens. Sa famille, qui est toujours en Irak, appelle à son assassinat. Une tentative a peut-être eu lieu lors de la conférence de presse qu'il a donnée hier à Amman. 2 agents irakiens venus l'assassiner auraient été arrêtés par la police jordanienne. C'est en tout cas ce que croit savoir la presse britannique. Et puis en Bosnie, l'armée bosniaque poursuit son offensive dans le centre de la Bosnie alors que des obus serbes tombent dans la région de Dubrovnik. La multipropriété est de plus en plus contestée. La multipropriété, ce sont ces séjours en appartement que l'on achète pour des durées de 30, 60 ou 99 ans. L'idée n'est pas forcément mauvaise, mais les méthodes commerciales de vente sont de plus en plus agressives quand elles ne frôlent pas l'arnaque. Et les plaintes se multiplient. Exemple, ce couple rencontré par Stéphane Guez et Daniel Lévy. Ils ne savent plus encore très bien comment ils ont signé l'achat d'une semaine aux Canaries pour 65 ans. Pour Gérard et Corinne, l'histoire commence plutôt bien. Il y a 10 mois, ils gagnent une semaine d'hébergement gratuit à Tenerife. Notre couple embarque destination le sable fin des îles Canaries. Sur place, ils doivent assister à une réunion sur les vacances à temps partagé. Après 11 heures d'argumentation commerciale, Gérard et Corinne finissent par acheter 65 semaines de vacances, une semaine par an pendant 65 ans. Ils affirment maintenant avoir fait l'objet d'un long travail de conditionnement. À partir du moment où, sous un faux prétexte, on me met dans un avion pour aller à Tenerife, ou sur place on ne me dit pas qu'on va me présenter une formule, et que sur une demi-journée on me présente la formule et on finit par me la vendre, je dis oui, c'est du conditionnement. On a dû tout signer tout de suite. Et au fur et à mesure où tout est signé, je me rappelle, il était en face de nous, les papiers ont tourné, on n'a pas pu les garder. C'est-à-dire que tout a été... On aurait voulu dire attendez, stop. Mais non, puisque moi j'ai essayé dans l'Iran et effectivement il est parti. Et les papiers ont tourné, on nous a rendu une copie, mais c'était terminé. Le lendemain, le réveil est douloureux. Le contenu du contrat ne correspond pas à ce qui a été promis. Voulant se rétracter, Gérard et Corinne apprennent que la législation espagnole n'offre pas de délai de réflexion, comme c'est le cas en France. Ils s'adressent alors à l'organisateur du séjour pour récupérer les 16 000 francs d'acompte qu'ils ont versés. La société Lagon Vert répond qu'elle n'est qu'un intermédiaire et rejette toute responsabilité. Nous n'avons été que l'apporteur de clientèle pour cette résidence, mais je tiens à préciser que nous envoyons chaque semaine plus de 500 personnes qui bénéficient d'une semaine d'hébergement gratuite, que je reçois tous les 2 mois plus de 1000 cartes postales de clients satisfaits, que je pense que ces chiffres seuls montrent bien que vos exemples ne sont pas le reflet exact de la satisfaction du consommateur. Le cas de Gérard et Corinne n'est pourtant pas isolé. Le mois dernier, une seule agence de défense de consommateurs a reçu 30 plaintes de ce type. À chaque fois, le même scénario, un voyage gratuit à Tenerife, une forte pression commerciale et une mauvaise information de l'acheteur. Et le recours est très difficile. La manière pour nous de résilier ce contrat, c'est de pouvoir prouver qu'il y a eu démarchage et de pouvoir prouver qu'il y a un lien entre la société en France qui a démarché le consommateur et la société espagnole qui a fait signer le contrat de timeshare. Est-ce possible? C'est très difficile, c'est pour ça que l'information est primordiale dans ce secteur. Si vous gagnez un voyage à Tenerife, profitez-en. Mais attention, vous serez sollicité par des entreprises de temps partagé. Ne signez pas à la va-vite et réfléchissez bien. Sinon, cette semaine gratuite pourrait vous coûter cher. Les constructeurs de 4x4 ont le sourire cette année. Le marché a repris avec une hausse des immatriculations de près de 17% l'an dernier, hausse qui s'est confirmée au cours du premier trimestre. Il faut dire que les gammes se sont élargies et que les constructeurs ont su s'adapter à une clientèle friande d'aventure, certes, mais aussi de confort. Reportage au salon de Val d'Isère, Luc Bazizin et Claude Barnier. Sorti tout droit des bureaux d'études les plus futuristes, voici en première mondiale un véhicule tout-terrain qui n'a qu'un tout petit air de famille avec les 4x4 d'aujourd'hui. Un prototype nommé Pajero Fieldguard, traduction littérale, le garde champêtre, pensé pour évoluer dans l'eau. C'est une voiture destinée à rouler sur les plages pour faire de la surveillance côtière, avec tout le savoir-faire de Mitsubishi en cette matière. Vous avez des caméras vidéo, vous avez un certain nombre d'écrans radars, vous avez de la sophistication électronique dans tous les sens, peut-être sur le 4x4 de demain. Le 4x4 d'aujourd'hui, lui, embarque les visiteurs du salon de Val d'Isère à plus de 2500 mètres d'altitude. L'occasion de juger ses propres résistances à l'émotion. C'est une voiture très souple, très agréable, très confortable, même en tout terrain. C'est extraordinaire, c'est impressionnant. Impressionnant aussi, Patrick Carry, handicapé des 2 jambes depuis 25 ans. Il emmène le public sur les pistes et pilote son 4x4 sur des terrains qui ne font pas de cadeaux. Toutes les commandes sont manuelles. Malheureusement, nous, en fauteuil, on ne peut pas venir ici. Donc, il faut avoir une voiture. Donc, le 4x4 nous permet un peu de profiter de tous ces sites, un peu. Et
c'est des trucs qu'on regrette d'avoir loupé avant, quoi. Alain Froget est lui aussi handicapé. Amoureux de sensations fortes, il n'hésite pas à s'installer aux commandes d'engins les plus originaux. C'est un engin qui est très pratique parce que d'abord on n'a pas quitté son fauteuil roulant pour s'y installer. Alors au début il y a une petite période d'adaptation au niveau du pilotage et après c'est la liberté totale. La liberté à 2500 mètres d'altitude où tous les passionnés d'aventure se côtoient. Jusqu'à mercredi, Dax vit au rythme de la feria. Une ville se réveille, vibre et s'endort quand elle dort en pensant aux taureaux. Dès le matin, ce sont les novilladas, autrement dit les jeunes taureaux face aux jeunes toreros. Anne Poncinet et Eric Mézy ont suivi Rafael Cañada. Il vient d'Andaille et il a 17 ans. Rien à perdre, tout à gagner. Rafael Cañada a 17 ans. Il vient d'Andaille. C'était la première fois hier qu'il toréait dans une arène aussi importante que celle de Dax. C'est la première fois donc vous avez une sorte de pression à ce point-là, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça. Toutes les dates sont importantes puisque tant qu'il y a un taureau, c'est toujours très très sérieux, où que ce soit. Mais aujourd'hui en plus il y a le poids de l'arène, du public, de la feria, c'est l'ouverture. Ce matin-là, ils étaient 4 à concourir à la novillada. Un seul d'entre eux pouvait espérer être retenu pour la finale. Autant dire que l'heure est grave. Dans le Callejon, derrière les panneaux de protection, on s'inquiète, on crie des conseils. Mais parfois, c'est le découragement pour ces toreros au visage d'enfant. Raphaël, lui, a choisi de faire une entrée plutôt spectaculaire. Et ça a plu. Le reste aussi a plu au public et aux juges. Raphaël a gagné la novillada. Il aura donc droit à la finale. Le papa est content, bien sûr, mais surtout soulagé. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait? Maintenant, c'est bien. Oui. Et pendant? Pendant, c'est dur. Vous avez eu peur? On a toujours peur. C'est peut-être maintenant le jour le plus beau de ma vie parce que, comme je disais, Dax, c'est pour moi un rêve, bien sûr. Hier soir, c'était encore qu'un rêve. J'ai dormi très très peu, mais les 2 ou 3 demi-heures que j'ai dormi dans la nuit, c'était Dax, c'est toujours Dax. C'était le rêve et maintenant, il passe à la réalité. C'est, je trouve, extraordinaire. Pierre Albaladejo, bonsoir. Vous êtes le président de la feria de Dax. C'est important pour vous, ces novilladas. C'est un bon endroit pour détecter de jeunes talents? Oui, il faut dire que Dax a cette particularité. D'abord, c'est une plaza très importante dans l'échelon tauromachique, c'est sûr. Et puis, on a la spécialité de faire, outre les grandes corridas, on fait des corridas d'initiation, comme nous avons vu tout à l'heure le jeune Raphaël, qui est instrumenté avec des jeunes becerros, et qui était là à une sorte de leçon qu'il devait prendre pour pouvoir faire face à ce que seront ses futurs adversaires le jour où ils seront plus grands. Alors, on a l'impression que l'engouement est de plus en plus important en France pour les ferias en général et pour la corrida en particulier. Oui, il faut dire que actuellement la corrida, elle se porte bien. Mais attention, il ne faudra pas aller au-delà, parce qu'il est sûr que le roi de la corrida, c'est toujours le taureau. Le taureau, il faut le respecter, il faut l'aimer pour pouvoir être un bon aficionado. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas multiplier les spectacles taurins. On est arrivé à un top niveau, il ne faut pas dépasser parce qu'il manquerait du cheptel pour pouvoir faire face justement aux corridas de qualité. Alors vous craignez, vous, qu'effectivement il y ait une perte de qualité dans le cheptel à cause justement de cette multiplication des corridas? C'est le risque, parce que nous avons médiatisé la corrida, et puis la télévision y a contribué aussi. On a fait de l'initiation, et puis il y a de la foule de plus en plus qui vient vers la corrida. Alors il y a des gens, je ne dirais pas extérieurs au monde taurin, mais il y a des gens qui, pour faire de l'argent, c'est bien connu, c'est pas que dans ce domaine-là, ils savent emboîter le pas. Et c'est pour ça que ça doit rester un monde, je ne dirais pas un monde privilégié, mais ça doit appartenir à ce qu'on appelle le mundio taurino, à ceux qui sont de vrais professionnels, parce qu'il ne faut pas divulguer la corrida, c'est une chose sérieuse, c'est une chose où l'on meurt en direct. Donc il faut respecter cela
et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller au-delà de la barre qu'on a atteint maintenant. Pierre Albaladejo, merci beaucoup. Bonne fin de feria, bonne corrida. Allez-y un petit peu doucement quand même en feria. Et en fait, la nuit. Merci en tout cas d'avoir participé à ce journal. Tous les taureaux de la corrida sont parqués dans ce qu'on appelle des corrales. Un homme a la lourde responsabilité de s'en occuper pendant toute la feria, ce qui n'est pas toujours facile quand la fête vous appelle. Anne Poncinet et Éric Mézy. Bon, celle-là, on l'a mangée, c'est bon. Personne, pas même Jean-Claude, ne rentre dans le corral des taureaux pour les nourrir. Il faut d'abord vider l'enclos pour aller remplir les mangeoires. Comme chaque soir, Jean-Claude donne aux taureaux de la corrida du lendemain leur repas, le dernier. Là, c'est fini, ils ne mangeront pas demain. Demain, ils sont à la diète demain matin. Et c'est fini. C'est leur dernier repas avant le combat. Pendant 15 jours, au moment de la corrida, Jean-Claude passe ses journées ici, dans le corrales, à soigner les taureaux, empêcher qu'ils ne se battent ou se blessent. Bon, la corrida est prête pour demain. Elle va manger. Les bêtes vont manger, Jean-Claude, lui, va surtout boire. Car s'il passe ses journées au corrales, il consacre plutôt ses nuits à la Peña, le club taurin qui rassemble tout au long de l'année les amoureux des taureaux. Et pendant la feria, ils deviennent aussi très amoureux du champagne et de la fête, comme l'ensemble de la ville d'ailleurs. Pour Jean-Claude, c'est donc à peu près 2 heures de sommeil par nuit pendant 6 jours. Mais malgré tout, ce matin, il était à pied d'œuvre pour préparer la corrida, placer les taureaux dans les petites pièces noires où ils attendent le combat. Ce que l'on ressent nous ici, dans le derrière de la corrida, puisque c'est l'arrière de la corrida, on le vit différemment de celui qui rentre dans les arènes et qui paye son billet. On s'attache aux taureaux. Et on s'y attache parce qu'on les aime. On a ici une autre forme d'affection que celui qui paye son entrée. Et quand le taureau sort dans l'arène, c'est le moment pour Jean-Claude de vérifier ce qu'il avait cru pouvoir discerner de la personnalité de chaque animal pendant leurs 15 jours de vie commune dans les corrales. Dans la région de Vierville-sur-Mer, dans le Calvados, on est toujours sans nouvelles d'un garçon de 14 ans disparu en mer alors qu'il tentait de rallier à la nage des pontons du débarquement à 400 mètres de rivage. Sa sœur, qui l'accompagnait, a été retrouvée noyée. En Meurthe-et-Moselle, c'est le centre de Longuillon qui a été traversé par une coulée de boue. Il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts sont importants. La boue a envahi les maisons, parfois jusqu'à 1 mètre de haut. La course en solitaire du Figaro, le départ a été donné ce matin à 10 h pour la 3e étape entre La Rochelle et Riron en Espagne. Le vent était capricieux et les favoris à la traîne. Alain Gauthier a viré la première bouée en 24e position avec 22 minutes de retard sur le premier. Philippe Vicario et Philippe Poupon, eux, étaient aux 46e et 44e places. On a beau faire, on a beau dire, Saint-Tropez reste Saint-Tropez. Rendez-vous de quelques stars, de curieux et de fêtards. Sandra Smith et Éric Georgeot. Tous les jours, des milliers de pirates en short et en sandales viennent à l'abordage de ce lieu mythique. Premier pas sur la terre sainte des vacances, Saint-Tropez, une escale à voir absolument. C'est pas comme en Belgique, c'est pas comme à la côte, c'est pas comme à la mer du Nord. Effectivement, Knokke-le-Zout semble à des millions d'années-lumière. Il est 16 h, l'heure où la vie recommence à Saint-Tropez. Malgré la gueule de bois, personne n'a perdu le rythme de la nuit sur la plage. Les plus téméraires resteront sur leur matelas, bercés par la rumeur. De toute façon, personne n'est ici pour être tranquille. Les personnes qui sont stressées pendant l'année peuvent complètement se lâcher ici. Les gens font la fête un peu plus qu'ailleurs. Peut-être que dans ce sens-là, on peut parler de vacances reposantes. Je pense qu'on aura besoin de vacances après l'été. Et oui, Luigi est très content. Stallone est arrivé incognito. L'image d'une Saint-Tropez en tenue de star. Les clichés ont la vie dure. De l'autre côté, certaines carrures lui font déjà de la concurrence. Ce sont les gardes du corps d'une famille du Moyen-Orient. Une grande majorité de la clientèle de Saint-Tropez qui retrouve ici l'ambiance de là-bas. Mais tout le monde n'a pas accès au spectacle de la danse du ventre. En plus, il faut guetter Stallone, toujours dans l'enclos magique. Il nous a serré la main tout à l'heure.
Oui, oui, là, sur la jetée. Si, c'est vrai. Derrière les palissades, les chasseurs d'images verront Stallone qui met les voiles, la routine d'une journée de vacances à Saint-Tropez. Je vous rappelle l'information que nous vous donnions en début de ce journal. 3 personnes sont décédées et 7 autres ont été légèrement blessées dans la crue d'une petite rivière traversant la localité de Beuil. C'est tout près de Valberg, dans les Alpes-Maritimes. Selon la préfecture de Grasse, les victimes ont été surprises par la crue soudaine de la Clue du Raton. C'est une petite rivière à la suite d'un orage. Elles étaient en train de terminer une sortie en canoë-kayak. Voilà, fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet avec un temps variable et instable pour demain. À 20h50, la poursuite impitoyable avec Marlon Brando. Vers minuit, le dernier journal d'Antoine Cormery. À 13h demain, vous retrouverez Alain de Chalvron. Et quant à moi, je serai là aux alentours de 20h. Bonne soirée sur France 2.